Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous confortablement car nous allons prendre le temps. Pendant cette émission, nous allons poser le projecteur sur une réalité brûlante, au sens propre comme au sens figuré, qui traverse notre pays et percute nos institutions de plein fouet. Regardez la carte de France en ce moment. La canicule est de retour, le mercure s'affole, frôle ou dépasse les 40 degrés par endroit, l'air devient irrespirable et, dans le sud-ouest, en Gironde tout particulièrement, le ciel s'est teinté de cet ocre lourd et étouffant. Les feux de forêt ne sont plus seulement des faits divers de l'été, des images lointaines que l'on regarde avec une compassion distante aux informations du soir. Non. Ce à quoi nous assistons, ce sont des méga-feux. Des incendies hors normes, capables de créer leur propre microclimat, d'avaler des centaines d'hectares en quelques heures et de forcer des centaines de milliers de personnes à quitter leur domicile en urgence, baluchon sous le bras. Face à ce tableau, la question politique centrale qui s'impose, celle que nous allons décortiquer ensemble pendant cette émission, est simple mais exigeante. Gestion de crise et moyens de l'État, sommes-nous réellement au niveau? Est-ce que notre modèle de sécurité civile, envié pendant des décennies, est armé pour faire face à la répétition et à l'amplification de ces épisodes extrêmes? L'État répond-il par une vraie stratégie de long terme ou par une communication d'urgence au chevet des sinistrés? Et sur le plan économique, territorial, humain, quelle réponse concrète apporte-t-on à ceux qui voient leur toit ou leur entreprise partir en fumée? Pour bien comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut faire un petit effort de mémoire et prendre un peu de hauteur. Ce qui se passe cet été en Gironde et dans les Landes ne surgit pas de nulle part. Si l'on regarde l'histoire des incendies en France, un fil rouge se dessine et ce fil rouge, c'est celui de l'accélération du dérèglement climatique. On repense souvent au mythique et tragique grand incendie de 1949 dans les Landes de Gascogne. À l'époque, 52 000 hectares de forêt avaient été ravagés et 82 personnes avaient perdu la vie. Pendant plus d'un demi-siècle, cet événement a servi de point de référence absolu, un drame historique qu'on pensait exceptionnel, qu'on croyait ne jamais revoir. Puis, il y a eu les grands étés secs. 1976 et les évacuations par la mer à la Palmyre, 1989 autour de Lacanau ou sur la montagne Sainte-Victoire, 2003 avec le drame du Massif des Morts. Mais pendant longtemps, la France a vécu avec l'idée que le risque d'incendie était un problème principalement méditerranéen, circonscrit au sud-est, au Var, aux Bouches-du-Rhône ou à la Corse. Sauf que la trajectoire a radicalement changé sous nos yeux. L'été 2022 a marqué une rupture psychologique majeure, avec 66 000 hectares brûlés sur le territoire et des images chocs de la dune du Pilat et de l'Andiras. Et aujourd'hui, en 2026, la barre symbolique des 100 000 hectares brûlés à l'échelle nationale a été franchie. Plus de 40 000 hectares en Gironde, des milliers d'autres dans les Landes à Biscarrosse, des centaines de milliers de personnes évacuées ou directement impactées jusqu'aux portes de la métropole bordelaise. Ce ne sont plus des anomalies isolées. C'est la métamorphose de notre climat qui s'écrit en temps réel. La saison des feux ne dure plus 2 mois au cœur de l'été. Elle s'étire désormais du printemps à l'automne et elle remonte vers des régions du nord et de l'ouest qui ne possédaient pas la culture du risque ni les équipements adaptés. Alors, quand la terre brûle et que
la canicule pousse les thermomètres vers les 40 degrés, la première réponse est évidemment institutionnelle et politique. Et dans ces moments de crise, le pouvoir exécutif applique une mécanique bien huilée. Emmanuel Macron s'est rendu sur place, au plus près des PC de crise et des sapeurs-pompiers. Le discours présidentiel est rodé. Un appel vibrant à, je cite, « rester unis », des remerciements appuyés aux forces de secours, à la solidarité nationale et européenne, et la promesse que l'État sera au rendez-vous de la reconstruction. Mais au-delà du symbole et des mots chaleureux prononcés devant les caméras, que valent ces déclarations face au ressenti du terrain? Sur place, le climat social et politique est à la tension extrême. D'un côté, on salue le courage héroïque des pompiers, des professionnels, des volontaires, des forces armées mobilisées et des collectivités locales qui gèrent le drame humain dans les gymnases reconvertis en centre d'hébergement d'urgence. De l'autre, une interrogation lancinante s'installe chez les élus locaux, les habitants et les syndicats de secours. L'État anticipe-t-il vraiment ou ne fait-il que réagir dans l'urgence? Car la réalité opérationnelle de la gestion de crise pose des questions très concrètes sur les moyens. Prenons la flotte aérienne de la sécurité civile, par exemple. À chaque incendie d'ampleur, le débat ressurgit avec la même âpre virulence. Avons-nous assez de Canadair? Les avions bombardiers d'eau sont-ils tous disponibles et opérationnels au moment où plusieurs départs de feu simultanés se déclarent un peu partout en France? On sait que la flotte est vieillissante, que les pièces détachées sont difficiles à obtenir et que le renouvellement des appareils à l'échelle européenne prend des années en raison des délais industriels de production. L'État met en avant le recours à l'armée, comme le déploiement d'un avion de transport à 400M, la mobilisation de la solidarité européenne via le mécanisme de protection civile de l'Union et l'allocation d'hélicoptères bombardiers d'eau privés en renfort. Mais pour les femmes et les hommes du feu, le compte n'y est pas, là où tout se joue, sur le dispositif d'attaque initiale. En matière d'incendie, la règle d'or est d'attaquer le feu dans les toutes premières minutes, grâce aux guettes aériens armés et aux patrouilles terrestres prépositionnées avant que le foyer ne prenne de l'ampleur. Or, lorsque les moyens légers de première intervention manquent ou que la chaîne d'alerte est saturée par la multiplication des départs de feu, le sinistre échappe au secours. Et une fois le feu devenu monstre incontrôlable, même la frappe lourde des Canadair ou des Dash peine à en venir à bout. Et puis, il n'y a pas que les moyens aériens. La crise met à rude épreuve le capital humain de notre modèle de secours. La France repose sur un pilier formidable, ses 200 000 sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des professionnels. Sauf que lorsque les crises se prolongent pendant des semaines entières, sous une chaleur éreintante, la fatigue physique et psychologique devient extrême. L'articulation entre vie professionnelle, vie privée et engagement d'urgence montre ses limites. Est-il soutenable de demander chaque été un effort d'une telle intensité aux mêmes personnes sans revaloriser massivement la filière, sans assouplir les règles de libération des salariés volontaires par leurs employeurs et sans revoir de fond en comble le financement des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, souvent asphyxiés financièrement? Cette question des moyens nous amène directement à une autre dimension de cette crise, trop souvent oubliée des grands discours politiques. L'impact économique et le désarroi du monde des entreprises. Quand un département entier comme la Gironde bascule en alerte maximale, ce n'est pas seulement l'écosystème naturel qui s'effondre, c'est toute la machine économique locale qui s'arrête net. Et là encore, la réponse des pouvoirs publics est scrutée au millimètre. Considérez la situation des TPE, des PME, des commerçants, des campings, des restaurateurs
et de la filière bois. Dans des zones hautement touristiques, comme le bassin d'Arcachon, la presqu'île de Lège-Cap-Ferré ou les forêts landaises, l'été représente une part majeure du chiffre d'affaires annuel. Les évacuations massives de dizaines de milliers de touristes transforment des stations balnéaires habituellement débordantes de vie en véritables villes fantômes au milieu de l'été. Pour les entreprises, c'est le branle-bas de combat. Entre les pertes d'exploitation directes, les infrastructures détruites ou endommagées, l'annulation pure et simple des réservations pour le reste de la saison et la dégradation de l'image de marque, le préjudice s'annonce colossal. Et que propose l'État face à cela ? Les outils classiques d'aide d'urgence sont activés. Chômage partiel pour les salariés des entreprises impactées, report des échéances de cotisation, plan pour aider financièrement les indépendants. Mais sur le terrain, les acteurs économiques tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent souvent la lourdeur bureaucratique et les délais de déblocage des indemnités alors que leurs trésoreries sont à sec. Plus grave encore, le mur de l'assurabilité. En raison de la répétition des feux et des aléas climatiques extrêmes, certaines compagnies d'assurance hésitent désormais à renouveler les contrats de couverture des risques climatiques pour des établissements situés en zone forestière, ou alors elles imposent des franchises et des primes tellement exorbitantes qu'elles deviennent inaccessibles pour de petites structures. C'est tout le pacte de solidarité économique territoriale qui vacille. Et la filière forêt-bois ? C'est un poumon économique de la région. Des milliers d'hectares de pins maritimes réduits en cendres, ce ne sont pas seulement des arbres perdus aujourd'hui, c'est de la ressource industrielle détruite pour les 40 ou 50 prochaines années. C'est une catastrophe pour les sylviculteurs, les scieries et les usines de transformation du secteur. Et dès que les flammes seront éteintes, une autre course contre la montre s'engagera. Il faudra évacuer d'urgence les bois brûlés pour éviter la prolifération d'insectes ravageurs comme le scolite. Pour éviter de faire s'effondrer les cours du bois, la filière organise déjà la riposte à court terme. Les coupes seront temporairement suspendues dans les zones épargnées afin de concentrer toutes les équipes sur le bois sinistré. Mais au-delà de cette réorganisation immédiate, l'État devra accompagner la filière sur le très long terme, car replanter ces massifs et combler le trou de production prendra environ 50 ans. Toutes ces tensions économiques et logistiques se cristallisent de façon poignante sur le plan humain. Car derrière les chiffres d'hectares et les statistiques d'intervention, il y a des trajectoires de vie bouleversées. Dans les reportages et sur les points de rassemblement, les témoignages des personnes évacuées sont saisissants et révélateurs d'un changement d'air. Nous sommes des déplacés, des réfugiés climatiques. Ce sont des mots forts, parfois douloureux, qu'expriment désormais des citoyens français qui ont dû tout quitter en quelques minutes, guidés par la fumée noire qui occultait le soleil et le son strident des sirènes. Ce sentiment d'insécurité existentielle pose un défi politique inédit au gouvernement et aux élus territoriaux. La gestion de l'urgence humaine, loger des milliers de personnes dans des centres d'hébergement d'urgence, distribuer des repas, assurer un suivi psychologique, sécuriser les habitations abandonnées contre d'éventuels pillages, est un test d'efficacité brutal pour les préfectures et les maires. Dans l'ensemble, la chaîne de secours administrative et bénévole fait preuve d'un dévouement et d'une réactivité remarquables. La solidarité citoyenne joue à plein. Mais la répétition de ces événements crée une fatigue démocratique et une anxiété écologique profonde. Voir la région subir 2 vagues massives d'évacuation en l'espace de 4 ans pose la question de l'habitabilité même de certains territoires de façon taboue, mais inévitable. Et c'est précisément là que nous devons quitter le temps court de la crise pour entrer dans le temps long de la politique. Sommes-nous au niveau ? Si l'on évalue l'immédiateté des secours et le dévouement des équipes, la réponse est un oui admiratif.
Mais si la question porte sur la capacité de l'État et de la société française à transformer en profondeur leur modèle pour prévenir ces catastrophes, le bilan devient beaucoup plus mitigé et exigeant. Regardons les faits avec lucidité. Prévenir les méga-feux dans une France à 40 degrés ne se résume pas à acheter davantage de camions rouges ou d'avions. Cela exige de repenser entièrement notre rapport à la forêt, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. D'abord, la gestion forestière. La forêt des Landes est une forêt largement artificielle, plantée au XIXe siècle, très homogène et dominée par le pin maritime. C'est une forêt formidable pour l'économie du bois, mais d'une grande vulnérabilité face au feu lorsque la biomasse au sol est sèche et que le vent souffle. Le débat scientifique et politique fait rage. Faut-il diversifier massivement les essences, réintroduire des feuillus plus résistants pour créer des coupures combustibles naturelles? Faut-il imposer un débroussaillage obligatoire beaucoup plus strict aux propriétaires privés et aux communes? Aujourd'hui, les obligations légales de débroussaillement, les OLD, sont encore trop peu appliquées ou trop peu contrôlées faute de moyens de police administrative au niveau local. Pourtant, un terrain correctement débroussaillé autour d'une maison réduit considérablement la propagation des flammes et protège la vie des pompiers intervenants. Ensuite, l'aménagement du territoire et la pression immobilière. Depuis des décennies, la recherche d'un cadre de vie agréable a poussé à l'étalement urbain et au développement de ce que l'on appelle l'interface forêt-habitat. On a construit des lotissements, des résidences secondaires et des infrastructures touristiques directement au contact, voire à l'intérieur des massifs forestiers. Or, plus l'interface est longue, plus le risque d'éclosion de feux d'origine humaine, qu'ils soient accidentels ou malveillants, est élevé, et plus la protection des biens exige des moyens de secours gigantesques au détriment de la lutte contre le cœur du brasier. L'État aura-t-il le courage politique d'interdire les constructions dans certaines zones trop exposées ou de réviser drastiquement les plans de prévention des risques d'incendie de forêt, les PPRIF, quitte à mécontenter des propriétaires et des décideurs locaux? Enfin, la question globale de l'adaptation au changement climatique. Les scientifiques du GIEC et de Météo France ne cessent de nous le répéter. Même si nous arrêtions brutalement toutes nos émissions de gaz à effet de serre demain matin, le réchauffement accumulé va continuer de produire ses effets pendant plusieurs décennies. Les vagues de chaleur intenses et précoces, couplées à des déficits pluviométriques hivernaux, vont rendre nos massifs forestiers de plus en plus inflammables. La politique nationale ne peut plus traiter ces événements majeurs comme des anomalies climatiques passagères. Ils sont notre nouvelle norme. Alors, pour conclure cette analyse et répondre sans détour à notre question de départ, sommes-nous au niveau? La France dispose d'un système de secours exceptionnel porté par des femmes et des hommes d'un dévouement sans faille. Et le gouvernement sait déployer une réponse logistique d'urgence impressionnante quand la crise éclate. Mais être au niveau face aux défis du siècle ne consiste pas seulement à éteindre les incendies une fois qu'ils ont ravagé 50 000 hectares. Être au niveau, c'est passer d'une culture du pompier à une culture de l'anticipation systémique. Cela demande un plan massif d'investissement récurrent dans les moyens de secours et de sécurité civile, une réforme courageuse du financement des SDIS, un plan de restructuration de nos forêts face au climat de demain, un soutien financier simplifié et rapide pour nos entreprises sinistrées et une refonte sans concession de nos politiques d'urbanisme. L'appel à l'unité est nécessaire dans la tempête. Mais l'unité ne doit pas être un paravent pour éviter les questions structurelles qui fâchent. Le feu s'éteindra, soit avec le retour de la pluie, mais il faudrait qu'il pleuve abondamment pendant 3 jours, soit en trouvant un système pour amener le feu à un endroit où il mourra de lui-même, la mer par exemple. Mais les choix politiques de prévention, eux, ne peuvent plus attendre le prochain été. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse sur l'actualité politique et climatique. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires.
N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.